Voici la biographie de Khaireddin Barbarousse. D'abord, qui est-il? Khizr Khaireddin dit Barbarousse, grand amiral de l'Empire ottoman, frère cadet d'Arouj Reis, né en 1466 dans l'île de Lesbos à Mytilène, mort en 1546. Il fut avec André Dorias Barbarousse le plus grand marin de son temps. Cette ardeur qu'il éprouve envers la marine, à son frère il en fait le métier. Nonobstant avant son aventure djihadiste, il faisait un portier comme ses autres frères Elias et Ishaq. À propos de son aventure djihadiste, il ramenait les musulmans fuyant les conversions de force décrétées par Isabelle la catholique en 1499, ce qui lui confère un grand prestige aux yeux des musulmans, et c'est à cette période qu'il acquiert son surnom de Barbarousse. Il était aussi bey d'Alger. Khizr s'était vu confier la régence sur Alger par son frère Harouj, pendant que celui-ci était parti conquérir l'ouest de l'Algérie. Après la défaite de son frère à Tlemcen, les populations cherchent à se défaire de ces tutelles étrangères. Barbarousse a alors l'idée de s'allier à l'Empire ottoman. Il fait allégeance au sultan Selim Ier qui lui donne le titre de pacha et de Beylerbey, avec une troupe de 2000 hommes munis d'artillerie puis de 4000 volontaires ayant le statut de janissaire. Son domaine, Soliman avait nommé Barbarousse grand amiral de la flotte ottomane, l'investissant des titres de pacha et Beylerbey, qui est en effet un gouverneur. Son ennemi est intitulé André Doria. Dans le monde de Soliman le Magnifique. Définition. Empire, c'est un vaste territoire contrôlé par un chef suprême qui centralise tous les pouvoirs. Sultan, c'est un chef suprême de l'Empire ottoman. Les biographies de Soliman le Magnifique de Charles Quint et de François Ier. Soliman Ier dit le Magnifique. Vers 1494 jusqu'à 1566. Sultan à partir de 1520, il réorganise l'Empire ottoman et en fait une grande puissance. Il étend ses territoires vers l'Europe balkanique, la mer Noire, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Sous son règne, Istanbul, nouveau nom de Constantinople, devient une grande capitale culturelle et artistique. Charles Quint, 1500 jusqu'à 1558. Il est le souverain le plus puissant d'Europe occidentale dans la première moitié du XVIe siècle. Il règne sur l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le royaume de Naples. Il est aussi empereur du Saint-Empire. Il passe une grande partie de son règne à combattre les Turcs ottomans, ou bien les musulmans, et le roi de France, François Ier. Sous son autorité, les Espagnols conquièrent un vaste empire colonial en Amérique. Il renonce au pouvoir en 1556. François Ier depuis 1494 jusqu'à 1547. En 1515, il débute son règne par la victoire de Marignan, dans le nord de l'Italie. Il passe une partie de son règne à s'opposer à l'empereur germanique Charles Quint. Il continue de renforcer l'autorité du roi et agrandir le domaine royal. Il cherche à unifier le royaume par la langue française. Protecteur des arts et des lettres, bâtisseur de châteaux, il soutient les artistes qu'il accueille à sa cour et réunit les ouvrages des humanistes dans la bibliothèque royale. Maintenant, on passe pour la guerre froide du XVIe siècle entre Soliman le Magnifique, empereur des Ottomans et des musulmans, et Charles Quint. Charles Quint règne sur un empire qui recouvre une partie importante de l'Europe et qui encercle le royaume de France, alors que Soliman le Magnifique étend l'empire ottoman en Afrique, en Asie et en Europe. L'empereur chrétien et le sultan musulman souhaitent étendre leur empire et s'affrontent donc autour de la Méditerranée. Et comme tous sachent dorénavant, Soliman le Magnifique, le sultan du monde, a vaincu les infidèles. La problématique commence dès que l'empire byzantin est anéanti après la prise de Constantinople par les musulmans turcs et l'expansion de l'empire des Ottomans, dynastie de souverains régnant depuis le XIIIe siècle sur les musulmans, bouleverse les rapports de force entre musulmans et chrétiens
Tour de la mer Méditerranée. Lutte de pouvoir en Méditerranée. La Méditerranée au milieu du XVIe siècle. Vous pouvez bien voir le schéma. Donc pour en conclure, il y en avait des batailles. L'Empire ottoman en a vaincu en Moras, en Cypre, en Crète, en Tunis, en Algérie, mais il y a eu des défaites en Lépante, en Vienne. En Vienne, c'est seulement le climat qui a causé cette défaite, malheureusement. Je répète une autre fois, en écrivant autrement, on sait très bien qu'au XVIe siècle, l'espace méditerranéen est un espace de rivalité entre des empires et des royaumes puissants. Puis, en détail. Au XVIe siècle, l'espace méditerranéen est dominé par deux puissants empires. À l'est de l'espace méditerranéen, le sultan ottoman Soliman unifie le monde des musulmans grâce à d'importantes conquêtes territoriales qu'on a déjà citées. Il attaque l'Europe chrétienne, bien sûr. Il s'allie à François Ier qui faisait appel de secours à Soliman. Ce dernier le rescape de Charles Quint, régnant sur un empire qui recouvre une grande partie de l'Europe chrétienne et qui voudrait s'emparer de la France, mais aussi de l'Amérique. Il prétend à une monarchie universelle, c'est-à-dire qu'il souhaite dominer les quatre parties du monde connu, l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Asie et l'Amérique. Mais quelle coïncidence, c'était aussi les souhaits de Soliman le Magnifique, le sultan du monde. Donc c'était les prétentions des deux empereurs. Alors que Soliman le Magnifique Vienne, son adversaire voulait s'emparer des côtes algériennes, plutôt même nord-africaine. On passe maintenant pour une nouvelle section nommée le Nouveau Monde. Donc la mondialisation se fonde sur la colonisation et la recherche de nouvelles ressources. La surestimation croyance coloniale. Prétexte pour soumettre à l'esclavage une multitude de peuples. Chose inacceptable, ainsi il est inacceptable les raisons de colonisation. Au XVe et XVIe siècle s'accomplit une première mondialisation. On réfléchira à l'expansion européenne dans le cadre des grandes découvertes et aux recompositions de l'espace méditerranéen. En tenant compte du rôle que jouent les Ottomans et les Ibériques dans ces deux processus historiques, les bouleversements scientifiques, techniques, culturels et religieux que connaît l'Europe de la Renaissance invitent à réinterroger les relations en pouvoir politique et religion. Et maintenant, pour tout simplement conclure, donc, on a le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique qui pousse à un nouveau monde qui est fondé sur les découvertes. Pour l'ancien monde, il y en avait Charles Quint qui régnait sur un empire européen de l'Espagne jusqu'aux Pays-Bas au XVIe siècle et Soliman le Magnifique, le roi du monde, qui gouvernait un empire ottoman centré sur la Méditerranée au XVIe siècle. Il y en avait des conflits entre les deux empereurs sur la Méditerranée. Puisque ce Charles Quint est moins puissant, il cherche de nouvelles terres pour s'enrichir et pouvoir un jour s'emparer et acquérir les terres des musulmans. Ce qui se déroule après 400 ans dans la première guerre mondiale et la deuxième. Mais parlons des années dans lesquelles les Européens enchaînent les grandes découvertes. Donc d'abord, Christophe Colomb découvre l'île d'Hispaniola et le continent américain en 1492. Après, Vasco de Gama contourne l'Afrique par le sud pour rejoindre les Indes en 1498. Puis Ferdinand de Magellan fait le tour du monde entre 1519 et 1522. Il meurt durant le trajet en 1521. Jacques Cartier, lui aussi, explore l'Amérique du Nord entre 1534 et 1536. Vous pouvez aussi voir la carte de domination de chacun des empires coloniaux
espagnol, portugais, anglais, français et hollandais. Voici une définition de la mondialisation moderne et aussi ancienne. C'est la mise en relation de régions et de peuples par le biais des échanges mondiaux de marchandises et de circulation des personnages. Voici un schéma bilan qui synthétise de plus le début de la mondialisation qui se font sur les découvertes des Européens dans le Nouveau Monde et les affrontements pour dominer la Méditerranée, qui plantent les premières graines de colonisation. Pour empêcher les croisades, il fallait une alliance franco-ottomane. François Ier en voulait de plus. Pourquoi? Parce qu'il avait craint d'être dominé et d'être sous le pouvoir de Charles Quint. Il en préférait de plus Soliman le Magnifique, qu'il a rescapé des prisons espagnoles. L'alliance franco-ottomane en février 1536, un traité d'alliance en bonne et due forme est conclu, connu sous le nom de capitulation. Ce traité offre à la France un droit de représentation permanente avec ambassade et consulat, ainsi que des avantages commerciaux avec la Sublime Porte, siège du gouvernement de sultan de l'Empire ottoman, qualifié d'alliance impie en Occident. Il s'agit de la première alliance diplomatique non idéologique entre un empire musulman et un empire chrétien. L'ambassadeur Jeanne de la Forêt négocie sur le modèle d'accords commerciaux précédemment signés par Venise et Gênes avec l'Empire ottoman. Les capitulations permettent aux Français d'obtenir les garanties concernant la sécurité des biens et des personnes et un quasi-monopole sur le commerce avec l'Orient. Les vaisseaux étrangers sont autorisés à commercer avec la Turquie, mais sous bannière française et après paiement de taxes. Les capitulations sont renouvelées en 1604 et maintenues jusqu'à la naissance de la République turque en 1923. Lettre de l'accord envoyée par Soliman le Magnifique à François Ier dans le cadre de l'alliance franco-ottomane de 1536. Obtenu de l'Institut du monde arabe, Paris. Donc pour les conséquences de l'alliance entre la France et l'Empire ottoman sont multiples. Elle remet en question la puissance des Habsbourg en Europe, puis elle permet l'augmentation des échanges culturels et commerciaux entre les deux États. Elle protège la France des prétentions de Charles Quint et elle offre à l'Empire ottoman un poids plus autoritaire sur la balance des forces politiques européennes, puisqu'elle met le bâton dans la roue de la fondation d'un empire chrétien uni. Sachant bien que depuis la première jusqu'à la 8e croisade, la majorité des soldats étaient des Français. Si vous voudriez davantage un tel sac, il faut bien écrire aux commentaires « Je le veux ». Voici 2 bandes dessinées à lire. Je conseille aux enfants. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون